quelques mots introductifs pour vous souhaiter la bienvenue à cette première édition des Masterclass Histoire organisée par le laboratoire ICT Les Europes dans le Monde de l'Université Paris-Cité et l'Alliance européenne Circle U avec le soutien du musée Carnavalet. Quelques mots pour remercier tout d'abord celles et ceux qui ont contribué à l'organisation, pas toujours si simple d'un tel événement, et que je représente ici. Au sein de l'Université Paris-Cité, les équipes de Circle U, entre autres Esther Sulimovic et le professeur Antoine Cazé, les équipes de la direction de la communication, en particulier Nanette Richard, et les équipes du département Images et Son, que vous avez pu voir en entrant tout à l'heure, et notamment Samia Seri. Remerciements également au musée Carnavalet et singulièrement à Noémie Gia de nous accueillir en ce lieu, à quelques pas du musée, et de cette merveilleuse exposition consacrée aux Parisiennes. Enfin, remerciements aussi au laboratoire du membre ICT et à sa direction, Quentin Deluhermoz et Anne Légier, pour leur soutien enthousiaste, et à l'ensemble des historiens et historiennes de l'Université Paris-Cité, avec qui j'ai l'honneur et le plaisir de travailler et de rire aussi, souvent, ce qui n'est pas rien. Merci également à Emmanuel Laurentin, qui a accepté de contribuer de son professionnalisme et de son intelligence à la création de ce format. Merci à nos deux collègues, Heike Witters et Anaïs Albert, d'avoir accepté de mener la seconde partie de cette masterclass et d'approfondir l'échange avec notre invité. Et puis enfin, bien sûr, nos plus vifs remerciements à Michel Perrault, qui accepta avec la plus grande gentillesse la proposition que nous lui fîmes, il y a un peu plus d'un an déjà, de venir échanger avec nous. Et ce fut heureux, car nous sommes entre nous, je vais me laisser aller à une petite confidence, il nous aurait peut-être été difficile d'imaginer inaugurer cette série d'entretiens avec quelqu'un d'autre. En raison de l'héritage que Michel Perrault a laissé parmi les historiennes et historiens de notre université, à laquelle, par-delà les déménagements et les multiples changements de dénomination, elle continue d'appartenir, et des travaux que poursuivent ses élèves et désormais leurs propres élèves en son sein. Parce qu'en plus d'être historienne, Michel Perrault est une figure intellectuelle incontournable, en France et au-delà, par son rôle pionnier dans l'histoire des femmes, bien sûr, par ses engagements publics aussi, féministes, mais pas seulement, et par ses efforts constants tout au long de sa carrière de diffusion du savoir et de dialogue avec un large public, entre autres chez France Culture. Mais avant tout, du fait de l'œuvre immense et foisonnante dont elle est l'auteur. Une œuvre consacrée au XIXe siècle, aux ouvriers d'abord, aux femmes ensuite, bien sûr, aux femmes en général, et puis à des femmes en particulier, célèbres ou anonymes, souvent fortes, comme on dit aujourd'hui, rebelles surtout, mais aussi entre les deux des travaux consacrés aux marginaux, aux réprouvés, aux vagabonds, aux délinquants, et surtout à ceux condamnés au châtiment et aux peines, aux taulards, aux prisonniers. Quelques égarements encore, si tout à fait volontaires, au gré du temps, par exemple le détour par la chambre ou par les chambres et leur histoire. Une œuvre foisonnante donc, mais une œuvre toutefois, à laquelle, au-delà de la plume et parmi beaucoup d'autres aspects, une attention particulière pour le social donne corps, disons une curiosité pour la vie dans toutes ses dimensions, la vie quotidienne, la vie matérielle, la vie privée, laborieuse, grouillante, multiple, faite de routines et de ruptures, de raisons et d'émotions, et qu'elle explore, comme elle l'écrit, jusqu'au vestibule de la conscience, dès son premier maître ouvrage, Les ouvriers en grève, pourtant marqué par le sceau du quantitatif et de la statistique. Une œuvre tressée de multiples liens, d'un livre à l'autre, dans l'enchevêtrement des enquêtes et des récits, et dont les traces manifestes sont les articles ou les chapitres, jetant autant de ponts en tous sens entre ces différentes rives. Grévistes, femmes apaches, chambres de dames et huis clos de cellules, les filles de Marx aussi à leur manière, et puis des personnages aussi qui parcourent cette œuvre. George Sand, bien sûr, Jérémy Bentham aussi, l'homme du panoptique des prisons, rencontré dans les années 70 par et avec Michel Foucault, et qui réapparaît ainsi, par exemple, 3 décennies plus tard, prodigue de commentaires avisés sur les bonnes manières de dormir, figurez-vous. Je vous le dis tout de suite, dormir pas trop pour Bentham, car la grasse matinée est pernicieuse à la santé morale, et en plus d'être improductive. Et puis aussi, on pense évidemment à Lucie Beau, rencontrée et publiée dans les années 70, de nouveau entrevue en quelques lignes, 20 ans plus tard, en meneuse d'une jeunesse combative, ou croisée à quelque temps de là, au seuil des chambres ouvrières, avant qu'elle ne devienne l'héroïne d'une mélancolie. Une œuvre personnelle, foisonnante, libre, qui donne l'impression de constamment défier les frontières, de déborder les cadres. Une œuvre très historienne aussi, dans ce qui fait sa singularité, sa faiblesse parfois, son refuge aussi, une grande prudence analytique, un ancrage via l'archive dans la complexité des situations où s'entrelacent des logiques multiples et des dynamiques toujours incertaines et souvent contradictoires. Mais peut-être aussi, on lui demandera, une œuvre de son temps, de ses temps successifs, sans doute, comment pourrait-il en être autrement, mais quoi qu'il en soit, une œuvre qui traverse le temps, justement, une œuvre à lire en prenant tout son temps pour y prendre tout son plaisir, sans révérence inutile, tant son ampleur et son élégance subjuguent dès les premières pages,
Mais à défaut de la lire, ce soir, après l'avoir lue et en attendant de la relire, nous vous proposons de l'écouter, nous dire un peu son parcours d'historienne, sa pratique de l'histoire et la manière dont elle a construit, chemin faisant, au gré des intuitions, des découvertes, des impasses, des rencontres, des curiosités, des émotions et des engagements, d'un livre à l'autre, son sillon intellectuel, son œuvre. Merci Alexandre. On va commencer avec vous, peut-être Michel Perrault, sur cette idée. Vous êtes historienne, auriez-vous pu faire autre chose? Oh, oui, certainement. J'avais d'abord pensé à faire ma médecine. Et un peu poussé par mon père aussi, qui aurait voulu faire sa médecine, ne l'ayant pas fait, pour des quantités de raisons, me poussait dans cette direction. Mais ça me plaisait. Je trouvais qu'il y avait un aspect social, enfin, important. Mais quand j'ai pensé à faire ça, j'ai demandé conseil à un professeur de sciences nat dans le cours où j'étais, cours de bonne sœur, et elle m'a dit: ma pauvre Michel, vous n'y pensez pas, vous êtes bien trop nul en maths. Donc ça a été l'histoire. J'ai pensé qu'elle avait raison. Et ça a été l'histoire. Ça a été l'histoire. Alors cette histoire, vous la commencez donc dans ces années d'après Seconde Guerre mondiale, où l'histoire quantitative, Alexandre l'a dit, est très importante, en particulier sous l'égide à la Sorbonne d'Ernest Labrousse, évidemment. Et aussi, le Parti communiste est très présent dans la sphère intellectuelle. Et vous la commencez justement sous cette égide de l'intérêt pour les ouvriers. Vous qui êtes fille d'une famille bourgeoise, vous vous tournez vers les ouvriers. C'est aller au peuple d'une certaine façon pour vous? Oui, probablement. La figure de l'autre dans l'éducation que j'avais reçue, mauvaise et bonne, était très importante tout de même. Et par exemple, la figure des petits noirs, il y avait toujours des missionnaires qui venaient au cours Bossuet et qui nous montraient des projections avec les villages africains, etc. C'était bien, enfin, quand même, je trouvais ça très très bien. Et donc, au fond, il y a eu des substitutions. L'autre, ça a été ça, d'abord, le rêve. L'espace colonial. Oui, l'espace colonial, qu'au fond, on trouvait très bien, avec toute l'inconscience qu'on pouvait avoir. Et puis après, le pauvre, ça c'était une figure constante de notre éducation. Pendant la guerre, nous allions à l'église Saint-Laurent. L'église Saint-Laurent, c'est pas très loin de la gare de l'Est. Et il y avait une petite vieille qui habitait le clocher. Naturellement, avec l'accord, ça va de soi, du prêtre, etc. Et nous allions lui porter à manger. Voilà. La comtesse de Ségur, on ferait pas mieux. Absolument. Mais alors, oui, au fond, la figure de l'ouvrier a pris la substitution de tout ça pour deux raisons. D'abord, le pauvre, et puis aussi celui qui est exclu. Parce que faut pas oublier que chez les chrétiens, il y a eu par exemple un livre qui a eu beaucoup d'influence pour moi, d'un certain abbé Gaudin, qui s'appelait France, pays de mission. Et la mission, c'était tout ce monde ouvrier qui était sans Dieu. Voilà. Alors, l'Afrique, c'était pas la peine. C'était l'Action catholique aussi, c'était cette idée avec la création de l'Action catholique. L'Action catholique, j'ai adhéré à la JEC, etc., etc. Voilà. Alors, il y a eu des substitutions comme ça. Et la substitution passe par le Parti communiste, entrer dans le communisme dans un premier temps? Ah non, pas d'abord. Labrousse, mon patron, que j'aimais beaucoup, était socialiste. Il avait maille à partir avec le Parti communiste. Faut pas oublier quand même que le Parti communiste de ces années-là est sectaire, absolument. Et donc Labrousse, c'était pas si bien que ça. C'était pas si bien que ça. Moi, j'étais dans cette mouvance-là, et c'est après. À la vérité, j'ai adhéré au Parti communiste pendant 3 ans contre la guerre d'Algérie. Voilà. La guerre d'Algérie, ça, c'était vraiment la chose qui s'imposait, dans laquelle il fallait s'engager. Alors là, il n'y avait pas une hésitation. Pas une hésitation. Et je pensais que le Parti communiste lutterait contre la guerre d'Algérie, ce qu'il a fait, mais mollement. Parce que dans la classe ouvrière, il y avait tous ces gens qui étaient soldats.
Alors, fallait quand même. Le Parti communiste n'allait pas prêcher la désertion, pas du tout, hein, bien sûr. Donc, au fond, il y a eu peut-être un peu de déception de ce côté-là, mais enfin, peu importe. En tout cas, ça a été une expérience tout à fait intéressante, parce que nous étions plusieurs au lycée, dans nos lycées respectifs de filles, de garçons, à Caen, hein, les Ozouf, par exemple. Jacques et Mona Ozouf. Jacques et Mona, et eux étaient déjà communistes, mais quand Jean-Claude et moi, mon mari, on a décidé d'adhérer, Jacques et Mona nous ont dit « mais vous êtes fous, vous ne devriez pas hein ». Parce que eux, ils voyaient, ils commençaient à se détacher beaucoup. C'était déjà le passé d'une illusion. Oui, voilà, c'était déjà le passé d'une illusion. On a adhéré, c'était formidable, la cellule sans paix. On avait voulu faire une cellule de lycée, mais le parti se méfiait beaucoup des cellules d'intellectuels, donc il nous avait dit non, vous irez dans une cellule de quartier. Ben, c'était très bien. C'était très bien parce qu'enfin, on sortait un petit peu de notre milieu. Hein. On voyait des gens, il y avait des ouvriers. Dans ce temps-là, Caen, ça paraît curieux maintenant, était une ville industrielle. Il y avait aux portes de Caen des hauts fourneaux hein, de la Société métallurgique de Normandie Schneider. C'était très important. Il y avait presque un millier d'ouvriers, leurs familles, donc ça faisait vraiment une agglomération. Et les prêtres ouvriers, parce qu'on avait encore quand même des relations un peu chrétiennes de ce côté-là, avaient été condamnés par le pape. Pourquoi ? Parce que le pontificat redoutait par-dessus tout que ces prêtres deviennent communistes, ce qui leur est arrivé souvent. Et ils ont été condamnés et nous avions rencontré des gens qui, eux, étaient restés dans l'église et qui étaient prêtres dans les églises au Mondeville, Colombelle, Giberville, enfin les 3 communes qui constituent ce qu'on appelait le plateau. Et alors ils étaient tout contents de nous voir arriver parce qu'ils nous ont dit « vous allez nous aider à comprendre cette population ». Hein. Alors on s'est mis à faire des études démographiques, à voir les mariages, les naissances, à aller dans les bibliothèques pour voir quels étaient les livres que les femmes d'ouvriers, c'était elles hein, qui allaient chercher les livres, les ouvriers vraiment pas beaucoup. Voilà, pour essayer de comprendre tout ça. C'était tout à fait intéressant. C'est d'ailleurs très intéressant parce que vous parliez de Labrousse, on retient de Ernest Labrousse l'histoire quantitative, cette espèce d'homme de mission aussi qu'il pouvait être en envoyant dans les régions des jeunes historiens ou des jeunes historiennes pour pouvoir étudier le Limousin, Alain Corbin, d'autres endroits. Mais on oublie que vous faites partie de cette génération d'élèves et d'étudiants et d'étudiantes de Labrousse qui débordent cette histoire quantitative. C'est-à-dire que vous allez tout de suite, y compris dans votre travail sur les grèves, déborder la simple histoire quantitative telle qu'on l'a retenue. Corbin va passer à autre chose aussi dans le Limousin. Régine Robin va être une toute autre historienne que l'on pouvait imaginer par cet héritage justement labroussien. Comment on déborde son maître ? Comment on déborde son maître ? C'est une bonne question. On est dans une masterclass, donc... Oui. Parce que il y a quand même l'air du temps. Vous l'avez évoqué tout à l'heure dans votre présentation. Je crois que je suis assez dans l'air du temps, ce qui est une faiblesse. Hein. Les grands créateurs sont probablement pas dans l'air du temps. Mais il se passait quand même beaucoup de choses. Hein. Il y avait le développement de l'anthropologie. C'était quand même important. Et on était très intéressés par cela. Il y avait le développement de toutes sortes de choses. Et puis, moi, je m'étais toujours intéressé beaucoup à la littérature. Je l'avais un peu marginalisée parce que c'était quand même frivole, la littérature. Hein. Moi, j'étais sérieuse, comme tout. Chiante au possible. On a du mal à le prendre, enfin, allez-y. Bon, et alors, donc, il y avait toutes sortes de courants qui passaient. Voilà. Hein. Le quantitatif restait, si j'ose dire, notre colonne vertébrale. Un socle. Oui. Il fallait compter, il fallait mesurer, il y avait une espèce d'exigence de rigueur. Hein.
pour ne pas dire n'importe quoi. Labrousse nous disait, les historiens, ils disent souvent n'importe quoi, il faut pas dire n'importe quoi, il faut vraiment mesurer, regarder. Et il dit Balzac, c'est très joli, Balzac, mais il faut vraiment regarder dans les archives notariales comment se font les successions, comment les gens héritent, etc. C'est la preuve, la Voilà, logique de la preuve. la preuve, l'importance de la preuve. Et puis, les formules, Labrousse, c'était marrant parce que il parlait par des espèces de formules comme ça. Chiffre faux, courbe vraie. Il faudrait développer. Il pensait que, en accumulant justement les statistiques, même s'il y avait des petits chiffrons de temps en temps, on verrait les tendances. Et c'était très important. Il ne faut pas oublier qu'il n'y avait pas d'histoire économique et sociale dans les universités. C'est Labrousse qui a introduit l'histoire économique et sociale. C'était pas rien à l'époque. Hein. Évidemment, tout ça maintenant a passé, on est passé à autre chose. Mais à cette époque-là, ça correspondait d'un côté, je crois, à une exigence un petit peu, oui, presque ontologique, si vous voulez, existentielle, l'économique, le social, c'était ça qu'on vivait. Le faire en histoire, c'était quand même bien. Et le quantitatif, bien sûr. Et donc, vous y ajoutez, mais d'autres aussi vont le faire de cette génération qui est la vôtre, vous y ajoutez, alors, avec votre plume à vous, la vie. C'est-à-dire quelque chose qui, dans une thèse qui aurait pu être une thèse purement quantitative, vous y rajoutez des histoires de vie, des personnages qui, d'un seul coup, font en sorte qu'on incarne aussi l'histoire que vous voulez raconter de ces ouvriers et quelques ouvriers en grève aussi. Oui, il y avait plusieurs raisons à ça. D'abord, les documents eux-mêmes. Hein. Je maniais des liasses de documents parce que j'avais voulu faire toute la France. J'avais dit, je prendrais une période limitée, 20 ans, mais je verrai tout, partout. Hein. Alors, j'avais repéré les archives par les listes qu'il y avait, la correspondance avec les archivistes, et puis aussi sur place. Hein. Avec Jean-Claude, on y allait, on notait, etc., etc. Et après, alors ça c'est tout à fait étonnant et ça ne se fait plus du tout, on m'envoyait à Caen, où j'étais professeur, les archives. Ah oui. Ah mais oui, mais c'est une période incroyable. Vous faites rêver les historiens qui sont dans la salle aujourd'hui. Mais bien sûr, bien sûr. J'en parlais avec quelqu'un qui m'a dit, mais comment est-ce que c'est possible? On m'envoyait les boîtes d'archives, ils disaient pas plus de 3 à la fois. Et quand même, je voyais arriver 3 boîtes d'archives comme ça. Et vous travaillez chez vous? Non, pas chez moi. Non. Aux archives départementales du Calvados. D'accord. Quand même. Sous le contrôle des dames. C'était des dames du Calvados. Comment ensuite passe-t-on d'un sujet à l'autre? Parce que c'est tout à fait passionnant de voir comment, quand on vous lit, et d'ailleurs il faut lire, pour ceux qui sont ici, le petit livre avec un de vos étudiants, anciens étudiants, Eduardo Castillo, dans des entretiens que vous avez menés en 2020 et 2021 avec lui. Comment faites-vous pour pouvoir, disons, passer de ce sujet des ouvriers à un autre sujet? Vous le gardez longtemps, ce sujet des ouvriers, parce que je crois que la thèse, vous la terminez dans les années 70. Oui, absolument. Voilà. Je l'ai soutenu en 71. Voilà, au début des années 70. Donc, vous vivez longtemps avec ces ouvriers, mais d'une certaine manière, est-ce que c'est le travail sur cette thèse qui vous offre de nouvelles portes de sortie? Est-ce que c'est, et vous l'avez dit pour les ouvriers aussi, la rencontre dans la société avec des acteurs sociaux, les changements sociaux des années 60 et 70 qui vous conduisent à faire autre chose et à garder peut-être en réserve, comme l'a dit très bien Alexandre, certains des sujets que vous aviez traités dans cette thèse ou que vous auriez voulu traiter pour les traiter beaucoup plus tard? Oui, tout ça est vrai. D'abord, il faut dire que dans les documents que je maniais, la parole ouvrière apparaissait. Hein. Je me disais même, c'est idiot de noter tous ces chiffres. Ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est les textes. Voilà. Hein. J'ai été un peu saisi, au fond, par les textes, aussi bien les textes
du patronat ou de la police sur les ouvriers, etc., que des ouvriers eux-mêmes, parce que les commissaires de police très consciencieux récoltaient les tracts, décollaient les affiches, etc. Donc, en l'absence, parce que j'ai travaillé sur une période où il n'y avait pas de syndicalisme, hein, et à la vérité, je l'avais même un peu choisi pour ça, parce que je ne voulais pas travailler sur des organisations. C'est critiquable, hein, mais je me disais, bon, ça va être les organisations, ça va être un discours convenu. Moi, je voudrais savoir comment ils font à la base. Hein. Comment est-ce que des ouvriers presque sans syndicat s'organisent. Voilà. Et c'est d'ailleurs ce qu'on lit chez vous. C'est ce foisonnement que vous décrivez, ah, c'est-à-dire oui. ce désordre de courage, pourrait-on dire, comme l'avait dit Van Roo à propos de votre situation historique, ce désordre de courage où tout le monde commence à s'organiser et où il n'y a pas de structuration véritable du syndicalisme. Oui, c'est ça qui m'intéressait. Voilà. Et par conséquent, la matière était là vivante. Et il y avait la matière vivante et les interrogations dont nous avons parlé, qui venaient d'autres disciplines, et puis peut-être aussi, plus honnêtement, si j'ose dire, qu'à un moment donné, j'en ai eu assez. Voilà. Hein. Je me suis dit, je vais pas toute ma vie travailler là-dessus. Ça fait déjà longtemps. Hein. Je vais tourner la page et faire autre chose. Voilà. Hein. Ça, je crois que ça a été important. Ça a été l'idée que j'allais pas devenir une spécialiste patentée d'un sujet. Franchement, j'avais beau avoir mis beaucoup de temps pour faire ma thèse, il me restait quand même encore pas mal d'années. Oui, effectivement. Donc, j'allais pas continuer comme ça. Il y avait le désir de changement. Est-ce qu'on répond dans ces cas-là à des commandes? On est sollicité par des éditeurs, on est sollicité par des colloques ou des choses comme ça. Ou est-ce qu'on choisit délibérément une autre voie? Ou est-ce que le mouvement social, celui des années 60 et des années 70, la naissance du féminisme, vous entraîne vers d'autres voies? Comment ça se passe exactement à ce moment-là, dans ce moment où vous en avez assez de votre thèse, que vous soutenez en 71, en voulant passer à autre chose? La conjoncture a beaucoup joué. La conjoncture a joué énormément. Les années 70-80 sont des années d'effervescence, hein, d'effervescence intellectuelle, avec des courants dans tous les sens. Et moi, j'avais choisi d'aller à Jussieu. J'aurais pu d'ailleurs aller aussi à Vincennes, où il y avait des tas de choses très intéressantes. Mais Jean Chénault, que je connaissais bien, Emmanuel Leroy-Ladurie, hein, pour d'autres raisons d'ailleurs. Emmanuel Leroy-Ladurie, il était attiré par Jussieu à cause des scientifiques. Hein. Il était dans sa grande période de climatologie, etc. Donc, il disait, ça c'est intéressant. Bon. Donc, on a été assez nombreux à partir à Jussieu. Et donc Jussieu était une université très effervescente, assez gauchiste. Hein. Il y avait beaucoup de grèves, un peu trop. Moins qu'à Vincennes. Voilà, vous auriez été malheureuse à Vincennes. Mais enfin bon, c'était très vivant, c'était très libre. Hein. Et par conséquent, ça portait beaucoup d'interrogations. Par exemple, l'interrogation sur les marginaux, la périphérie. Et est-ce qu'une société vit par son centre ou aussi par la périphérie et les rapports entre les deux? Et il faut dire que à cette époque-là, Michel Foucault est là. C'est le GIP, c'est le groupe Information Prison. Voilà. Michel Foucault est là. Il est là avec sa réflexion sur le pouvoir. Il attire notre attention sur justement l'importance des périphéries. Et il y a les révoltes dans les prisons, les grandes révoltes d'Atlanta aux États-Unis et les révoltes en France, qui ont été extrêmement nombreuses dans les années 72-74. Formation du groupe Information Prison, c'est très important. C'est très, très important. Il y a à ce moment-là un courant qui traverse les intellectuels. Oui, les prisons, on n'en parle pas. On n'en parle pas. Et pourtant, il y a combien de gens en prison? Il y en avait moins que maintenant, d'ailleurs. Hein. Mais oui, ce monde de la prison nous est apparu très important. Et Michel Foucault a publié en 75, Surveiller et punir, naissance de la prison, qui est à mon avis un des plus grands livres de sciences sociales qu'on puisse imaginer. Pour moi, ça a été formidable, vraiment. Voilà. Pas pour tous les historiens, ni pour toutes les historiennes. Non.
parce qu'il y a eu un débat, effectivement, chez les historiens autour de Oui. ce livre en question. Mais ça veut dire que, Oui. comme vous le disiez au tout début, je m'intéresse à l'ère du temps. C'est-à-dire Bah oui. que, d'une certaine manière, vous êtes traversé Un par peu. la société, le changement de la société. Et donc, c'est comme ça aussi que la question de l'histoire des femmes devient votre sujet central à partir de ces années 1970, Oui. et que vous vous engagez, avec d'autres d'ailleurs, à Jussieu, autour, Pauline Schmitt-Pantel et d'autres, autour de cette question de l'histoire des femmes que vous inventez d'une certaine manière. À vous toutes. On peut dire ça, oui. On peut le dire, Je peut-être. pense qu'on peut, Je on ne peut sais le dire pas. tout de même. Oui, peut-être. Ce que je voudrais tout de suite dire avant de répondre à votre question, que ça a été très collectif. Oui. Moi, j'ai peut-être fait un petit signe comme ça, mais ça s'est rassemblé. Hein. Par exemple, quand on a fait notre premier cours sur les femmes, on était toutes les trois, enfin, on était trois à le faire. Oui, l'ère du temps, c'est très important. Le mouvement de libération des femmes, c'est les années 70. Comme tout le monde le sait, les femmes avaient trouvé qu'en 68, franchement, on parlait pas beaucoup d'elles. Alors, elles ont dit, et nous, hein. Et à ce moment-là, ça a été le mouvement que l'on connaît, avec les procès, Gisèle Halimi, Bobigny, ensuite Aix-en-Provence, le viol, etc. Donc, ça a été absolument formidable, formidable. Et comme le mouvement social était très incertain quand même à cette époque-là, il y avait les étudiants étaient quand même très paumés, hein, parce que il y avait d'un côté les Mao, d'autre côté les trotskistes, il y avait des débats interminables entre eux, bien sûr, ce qui se comprend très bien. Mais les femmes, on avait le sentiment d'une liberté. Voilà. On n'était pas d'accord entre nous toujours, loin de là, faut pas croire. On avait des discussions sur des tas de problèmes. Mais il y avait quand même le sentiment, fallait y aller. Voilà. C'était des libertés qu'on allait conquérir. Est-ce que à ce moment-là, vous nous avez dit, j'ai abandonné ce dossier des ouvriers en grève et j'ai abandonné un peu l'histoire ouvrière. Vous avez des regrets à ce moment-là de choses que vous n'avez pas pu faire ou pas fait à ce moment-là? Vous citez dans le livre avec Eduardo de Castillo votre travail sur les mineurs de Decazeville, qui n'a pas été publié et que vous avez remis aux archives, je crois d'ailleurs, depuis. Oui. C'est pas un regret? Oh non, ça vaut pas grand-chose, franchement. Non. J'ai failli le détruire d'ailleurs. Mais puis finalement, je l'ai mis dans un dossier d'archives, c'est un peu ridicule. Non, je peux pas dire ça. Je peux pas dire que j'ai un regret. À la limite, c'est pas un bon texte, c'est très bien comme ça. Et oui, j'avais envie d'avancer dans autre chose. J'avais envie de découvrir autre chose. Il n'y a pas d'autres livres cachés de Michel Perrault qu'un éditeur qui serait dans la salle se dirait elle n'a pas encore publié ça. Non, il n'y en a pas. Votre rapport aux certitudes scientifiques, à la science historique, parce que ce que vous dites très bien dans le livre avec Eduardo Castillo, c'est le travail d'une historienne n'est pas immuable. Donc cette idée qu'on repasse toujours derrière vous et que l'œuvre d'un historien ou d'une historienne est une œuvre qui peut faire son effet sur une génération, 2 générations, 3 générations, mais ensuite, d'une certaine manière, qu'elle est légèrement périssable. Comment expliquez-vous cela, justement, cette idée d'une science historique? En tout cas, vous ne croyez pas à la science historique, vous dites c'est autre chose. Ah oui. La Brousse avait quand même un peu des illusions là-dessus. Des illusions sympathiques, mais quand même un peu naïves. Hein. Et le doute, l'idée que l'histoire, c'est un regard. Hein. C'est un regard que une ou des personnes ou des groupes en situation, c'est Sartre, ça. Hein. Bon, ça c'est important. C'est très important. Regarde et écrit, et par conséquent que ça change au cours du temps. Oui, bien sûr. Et il est en effet hautement probable que dans je ne sais pas combien de temps, hein, ce que nous avons écrit maintenant, qui est une manière de nous réapproprier le temps, de le comprendre, et qui est au fond un acte légitime, hein, mais ça sera oublié, bien sûr, ça peut pas être autrement. Néanmoins, c'est là où
il m'arrive d'avoir des regrets de ce point de vue-là, parce que l'histoire, c'est fragile. Hein. C'est plus fragile que l'œuvre littéraire. Hein. Un grand écrivain, ça reste. Un historien... Non, on lit encore l'Automne du Moyen-Âge de Huizinga, même si on sait très bien que c'est un ouvrage... On lit encore Marc Bloch, d'une certaine manière. Bien sûr. Il y a des grands, quand même. Et vous n'en faites pas partie, vous ne croyez pas? Non. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Enfin, on peut relire Les Ouvriers en grève. Moi, peut-être parce que je suis d'une naïveté impossible et que ce ne sont pas mes objets, mais j'ai pris, non seulement j'ai pris beaucoup de plaisir, mais j'ai appris beaucoup de choses. Je ne suis pas sûr que tout ça sera oublié. Vous pensez? Oui. Vous parlez du rapport aux autres disciplines. C'est aussi un moment, les années 70, les années 80, et vous le prouverez évidemment avec tous les grands ouvrages collectifs que vous dirigez à ce moment-là, c'est un moment où les disciplines communiquent avec beaucoup de plaisir, d'une certaine manière. Oui. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de concurrence entre les disciplines. L'histoire est un peu une discipline ogresse qui a tendance à manger les autres sciences sociales dans ces années-là, mais néanmoins, elles se nourrissent les unes les autres. Il y a des débats entre Claude Lévi-Strauss et Fernand Braudel, on le sait très bien, mais néanmoins, c'est ce moment très particulier. Qu'est-ce qu'on apprend à lire d'autres disciplines quand on est historienne comme vous? Qu'est-ce que vous avez appris à lire de l'anthropologie, de la sociologie? Énormément de choses. Énormément. L'anthropologie, c'est quand même la réflexion, d'abord sur les structures. Alors, les structuralistes, les anthropologues, ils sont assez fixistes. Les historiens, eux, ils sont des fous du changement. Eux, ils sont des fous de la permanence. Alors, de temps en temps... C'est d'ailleurs là-dessus que Braudel et Lévi-Strauss n'étaient pas d'accord. Absolument. Et ça peut très bien se comprendre. Mais enfin, il y a quand même... quand je lis Françoise Héritier, que j'ai lu quand même plus tard, parce que les grands livres de François Héritier, c'est les années 90, j'ai appris énormément. Elle m'a donné, Françoise Héritier, des moyens même de comprendre la fameuse domination masculine. Là, elle apporte des instruments. Alors évidemment, elle l'avait déjà exprimé dans des séminaires que j'avais parfois suivis. Bon, les littéraires, c'est formidable. Moi, j'ai fait pendant 3 ans à Jussieu un cours avec un Delfaux, il s'appelait Delfaux, un ami collègue littéraire. Nous prenions des auteurs, Balzac ou des œuvres, par exemple Madame Bovary, on l'avait pris. Et lui regardait en littéraire les structures, la langue, etc. Et moi en historienne. Et on faisait comme ça des cours croisés. C'était formidable. C'était formidable. J'avais évidemment beaucoup de contacts avec les sociologues du travail, notamment Barbani. Qui était une sociologie très importante dans ces années. Très, très importante, très importante. Il y avait une revue qui s'appelait Sociologie du travail et dont le responsable, Durand, était à Jussieu. Donc, on avait des quantités de choses. C'est peut-être, quand j'y réfléchis, avec la psychanalyse et les sciences psy, que j'ai eu le moins de contact. Pourquoi? Parce que je crois que je m'en méfiais. C'était votre longue histoire catholique du départ? Probablement. Vous n'y croyez Probablement un refoulement. Et pourtant, ça peut être utile. Effectivement, la psychanalyse, justement, pour la compréhension des rapports entre les hommes et les femmes, ça peut parfois aider. Mais vous voyez, on a des œillères de temps en temps. Comment, en tant qu'historienne, faites-vous dans le rapport à l'objet? Parce que on vous entend absolument passionné, c'est-à-dire prenant à bras-le-corps l'objet, en l'embrassant d'une certaine manière, tel que vous le décrivez et tel que vous le dites régulièrement. Est-ce qu'à un moment ou à un autre, vous prenez de la distance par rapport à cet objet? Comment faites-vous en tant qu'historienne pour être à la fois très engagée, parce que votre travail est un travail d'historienne engagée dans son temps, et en même temps d'avoir une certaine distance, peut-être pas de la froideur, mais une distance par rapport à cet objet? D'abord, je pense que c'est important. Donc, si c'est important, je vais m'efforcer de le faire. L'histoire est peut-être engagée dans ses racines, dans le choix des sujets. Mais ensuite, quand on a cet objet dont vous parlez, la rigueur s'impose. Voilà. Là, j'ai été quand même élevé par la brousse. Vous l'avez pas oublié, cette leçon. Et par cette école historique, oui, je crois quand même que penser, c'est quand même penser contre soi. C'est pas de se laisser aller
aux impulsions, aux passions, à tout ça. Il faut quand même distance prendre. Et bon, les ouvriers n'ont pas toujours raison, par exemple. Oui, ça vous le redites dans le livre avec Eduardo Castillo. Oui, les femmes non plus. Mais ça ne passe pas auprès du Parti communiste quand vous dites que les ouvriers n'ont pas toujours raison. Le texte dont vous parliez tout à l'heure a été censuré, d'une part parce que j'avais dit quelque chose sur Lénine qui n'était pas très bien, et d'autre part parce que j'avais écrit ce que j'avais vu dans les documents, peut-être à critiquer d'ailleurs ces documents, ça c'est vrai, que les ouvriers, pendant la grève, ils buvaient pas mal. Voilà. Alors j'ai dit ça, il fallait pas écrire ça. Les ouvriers, non, ils boivent pas. Voilà. Nous savons bien que si, et que l'alcoolisme a été un mal parmi les maux très importants des classes populaires à cette époque-là. Et que ça n'est pas une invention des réformateurs sociaux du 19e siècle de dire que les ouvriers boivent. Voilà. Effectivement, on en a la trace. Voilà. Comment, avec votre éducation, vous le dites d'ailleurs dans tous vos textes, y compris dans votre essai d'égo-histoire, bourgeoise de départ, vous avez parlé de cet enseignement dans les écoles chrétiennes, chez les bonnes sœurs, oui. S'est-il accommodé de ce sur quoi vous avez travaillé souvent, c'est-à-dire dépasser la loi, l'illégalisme, c'est-à-dire ceux qui, à un moment ou à un autre, débordent de la loi, parce qu'on peut dire qu'effectivement la loi est au cœur des enseignements que vous avez pu recevoir, j'imagine, en tant que jeune élève, et comment cette attirance pour ce qui dépasse la loi, et ce que vous disiez tout à l'heure à propos de Michel Foucault, c'est-à-dire de cet illégalisme, ceux qui sont à la marge, etc. Qu'est-ce qui vous attire ou qu'est-ce qui vous a intéressé dans cette question de la marge et de ceux qui sont un peu en dehors de la loi ou oubliés par la loi? La rupture. Il y avait une phrase de l'Évangile qui pour moi était fondamentale. Alors, quittant tout, ils le suivirent. Je me disais, c'est magnifique ça. Voilà, il faut tout quitter, il faut partir comme ça. Et pour moi, ça a été une figure très forte et que je n'ai pas tellement réalisée dans ma vie. Alors là, j'ai plutôt été assez fixe, etc. Bon, mais il en restait quelque chose dans mes choix d'objets ou mes choix idéologiques. L'idée qu'il fallait faire des ruptures, qu'il fallait pas tolérer un certain nombre de choses, et que la rupture en soi, c'était plutôt un exercice de la volonté, hein, et de l'intelligence. Donc, oui, ça m'intéressait beaucoup. Et les marges, alors ça, les marges, oui, les années 70 sont des années des marges, hein, où on regarde les marges, où on pense en termes de marginalité. Pas les marges toutes seules, mais le rapport entre marge et centre, hein, qui est quand même quelque chose de fondamental dans la société. Donc, il y avait beaucoup de choses qui portaient vers les périphéries et les marges. Mon histoire personnelle et, encore une fois, l'air du temps. Ce qui est très intéressant, c'est que effectivement, vous êtes témoin de ce moment passionnant, à la fois de l'interdisciplinarité et de cet amour des marges. Comment avez-vous vécu ensuite une sorte, alors les féministes parleraient de backlash, mais on peut peut-être parler de backlash, c'est-à-dire de retour d'une sorte de norme progressive, non pas dans l'historiographie, parce que cette historiographie est toujours aussi foisonnante aujourd'hui, mais d'une société qui s'intéresse moins globalement à ces marges que vous avez parcourues avec Michel Foucault, avec tous ceux et celles qui vous ont accompagné, c'est-à-dire effectivement le sort des prisons, le sort des migrants, etc. etc. On voit bien que cet intérêt n'est plus là, d'une certaine manière, ou moins présent qu'il ne l'était à ce moment-là. Comment est-ce que vous l'avez vécu, cela, Michel Perrault? D'abord, peut-être en se détachant encore davantage du centre, hein, et en allant, par exemple, davantage dans les associations. Il y a un travail de la société civile qui est très important dans les années 80 et après. Faut pas penser qu'il se passe rien. Il se passe beaucoup de choses dans la société civile. Il y a ça. D'autre part, et vous venez de le dire au fond un peu, l'historiographie, continuant son chemin, servait un peu de rempart par rapport à ça, hein, peut-être d'illusion, hein, parce que nous, on continuait
sur nos voix, nos choix et tout ce que vous voulez. Et la société traînait, tant pis, tant pis, nous on continuait. Alors peut-être y a-t-il, c'est peut-être une chose qui est, en effet, il faut critiquer, un enfermement relatif dans les disciplines. La discipline comme rempart. La discipline comme rempart, on y est. Comme pour se protéger du monde. Peut-être. D'un monde qui ne nous plairait plus tellement. Et qui ne correspond plus aux espoirs qu'on a pu avoir à un moment. Oui. Et au fond, les bibliothèques, que j'adore, les bibliothèques sont aussi des lieux de refuge. C'est très fascinant. Et par conséquent, nous construisons un monde. Et ce monde a tellement de force qu'il peut résister à ces changements que vous décrivez. Et à la limite, on les regarde passer, les autres, là. Et puis nous, on est là dans notre tabernacle, notre temple du savoir. Temple du savoir. Oui. D'ailleurs, vous me conduisez à une question que je n'avais pas prévu de vous poser, mais vous pourriez nous dire comme ça les 3, 4 ou 5 lieux hors de chez vous qui vous ont marqué en tant qu'historienne et chercheuse, c'est-à-dire les lieux où vous avez travaillé, des lieux dans lesquels vous avez aimé soit toucher des parchemins, toucher des archives, ou lire des livres, justement, dans ce moment un peu particulier que l'on a quand on est historien ou historienne par rapport à ses sources. Est-ce que vous avez 3 ou 4 lieux comme cela ? La bibliothèque Richelieu, la bibliothèque nationale à Richelieu, avec la fameuse salle ovale, où j'étais beaucoup, parce que, comme j'ai beaucoup travaillé sur les périodiques, les journaux, c'était là qu'on les trouvait. C'était une merveille. Et puis aussi la grande salle bien connue. Pour moi, ça a été un lieu formidable. J'y ai passé beaucoup de temps, quand même. Ça, c'était... Mais... Et des lieux plus secrets, je ne sais pas, le musée social, par exemple ? Le musée social, oui. Toutes ces bibliothèques-là, je les connaissais bien. Le musée social, la bibliothèque Marguerite Durand, qui est la seule bibliothèque féministe de France. Il n'y en a pas d'autres. Et elle est formidable, il faut la soutenir, c'est vraiment très, très important. Et au début, quand on y allait, elle était sous les combles de la mairie du 5e. Il n'y avait pas grand monde. Il y avait une bibliothécaire d'un certain âge qui était toute contente de voir arriver mes étudiantes, qui étaient donc des jeunes femmes, que je leur disais, allez voir là, il y a beaucoup de choses à voir. Et oui, il y a eu, je pense à Florence Rochefort, Laurence Kleichmann ou Christine Barre, par exemple, qui ont toutes été des adeptes de cela. Alors, c'était très bien, la bibliothèque Marguerite Durand, c'était formidable. Il y a aussi une bibliothèque très secrète que j'aime beaucoup, c'est rue de Turenne, là, tout à côté, la bibliothèque des Amis de l'Instruction. La bibliothèque des Amis de l'Instruction a été fondée par des ouvriers à la fin du Second Empire, elle a été un peu remaniée, donc c'est pas absolument le cadre du Second Empire, mais en tout cas c'est un cadre antérieur à 1914, avec les livres, les fichiers des livres, les petites tables, le petit escalier pour monter au premier, c'est merveilleux. Vous parliez de vos étudiantes et vos étudiants. Vous nous avez expliqué comment vous avez débordé le maître qui était Labrousse pour vous, avec d'autres étudiants de la même génération. Comment avez-vous perçu le fait d'être vous-même débordé par ces étudiants ? C'est-à-dire, d'une certaine manière, de voir votre œuvre, non pas contestée, mais complétée, amendée par ceux et celles qui étaient dans vos cours, par leur travail d'historienne et d'historien. Ah ben ça, c'est formidable. Non, mais non. Oui, ça c'est très très bien. Je ne peux pas poser la question à Labrousse, donc je vais vous la poser à vous. Oui, mais ça c'est magnifique. C'est même la chose la plus intéressante qui est dans ce métier. J'ai dirigé beaucoup de thèses, ça m'a pris beaucoup de temps. Au fond, j'ai beaucoup plus publié depuis que je suis à la retraite, parce que j'avais avant beaucoup de travail. Mais c'était très passionnant parce que par ces thèses, j'ai appris beaucoup de choses, évidemment. Vous dites à un étudiant, voilà la question, bon, on discute, ils vont voir, ils vous ramènent, ils pêchent là et ils vous apportent la matière. Bon, ça, c'est une merveille. Donc ça, je pense d'ailleurs que
les thèses d'État, la mienne, tout ça, c'était ridicule, c'était beaucoup trop long. Mais les thèses de troisième cycle, c'était quand même très bien. 5 ans, il faut quand même ça en histoire. C'est long de faire de l'histoire. Les masters, je trouve que c'est un peu rapide quand même. Et bon, enfin, ça c'est moi. Je pense que actuellement, on est quand même dans une société fluide, où il faut que ça presse, que ça aille. Je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Parce que l'histoire, ça prend du temps. L'histoire, ça prend du temps. C'est quoi? C'est la littérature aussi. C'est s'accommoder avec les archives, trouver les archives, les sources, aller les chercher, faire comme vous avez fait, c'est-à-dire aller partout pour pouvoir essayer d'épuiser le sujet. Bien sûr. C'est cela. Ça prend énormément de temps. Et il faut un petit peu de temps pour voir les archives dans leur entièreté. En histoire, il faut quand même être très fidèle aux sources. Voir les sources, consulter les sources, c'est fondamental. Il ne faut pas faire uniquement de l'historiographie, bien entendu. Nous parlons d'historiographie, mais il faut vraiment plonger dans la matière première. Ça prend beaucoup de temps. Donc, oui. Est-ce qu'on peut vous ramener pour une dernière question à votre écriture? Vous disiez que votre œuvre serait un jour oubliée. Bon, moi, j'en suis pas certain. Dire quelque chose quand même de l'élégance de l'écriture quand on vous lit, de l'élégance très particulière de votre écriture, du rapport à la littérature dont vous avez beaucoup parlé ici, mais sous l'angle du flirt avec l'écriture romanesque. Est-ce que vous vous êtes jamais rêvé ou imaginé romancière? Ah oui, certainement, mais toujours en hésitant. Parce que je me pense pas créatrice, donc des obstacles peut-être intellectuels et réels, et puis malgré tout, parce que l'histoire me paraît toujours plus. Ah oui? Ah oui. Plus que la littérature. La littérature, c'est dans l'histoire. Ouais, c'est ça. Ah oui. C'est une façon de tout compléter. La littérature, c'est dans l'histoire. Et moi, je regarde les romans du 19e comme une grande source. Une source fondamentale. Vous allez à l'encontre de ce que vous disait Labrousse. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que Balzac, pour vous, c'est une source. Bien sûr. Évidemment. Simplement, il ne faut pas appliquer à Balzac les méthodes qu'on applique aux archives notariales. Évidemment, on demande aux archives notariales des choses tout à fait différentes de ce qu'on cherche dans Balzac. Et avec Balzac s'introduit la notion de représentation, qui est si importante et qui permet justement de comment est-ce qu'il a vu les choses, pourquoi est-ce qu'il dit, etc., etc. Mais pour un historien, c'est très intéressant de se saisir de cette littérature. Et je pense que très marqué quand même par les guerres. La première que mon père avait fait dans les tranchées et dont j'ai entendu parler pas assez parce qu'il voulait pas en parler. Et la seconde, évidemment. Il y a toujours quelque chose qui me ramène vers l'actualité. Ça me passionne. Ce qui se passe me passionne. Donc c'est plus que l'air du temps. Oui. Quand on parle d'air du temps, généralement on dit c'est un peu léger. Oui. Mais l'actualité, ça peut être lourd et tragique. Bien sûr. On le sait avec ce qui se passe aujourd'hui, par exemple en Ukraine. Donc d'une certaine manière, c'est plutôt ce goût de l'actualité qui, d'une certaine façon, vous ramène toujours pour réactualiser votre travail d'historienne. Oui, je pense que oui. Je pense que oui. Je pense que ce qui se passe, c'est fascinant. C'est fascinant, j'allais dire, c'est un roman, l'histoire est romanesque. C'est jamais des choses attendues, c'est toujours de l'inattendu. On ne s'attend. Les historiens ne sont pas des prophètes, ils peuvent même pas prévoir. C'est là, évidemment, les limites de l'histoire aussi, qui n'est évidemment pas une science. Bon, et on est déjoué constamment par les événements. Alain Corbin me disait un jour, être historien, c'est s'attendre toujours à l'inattendu. Oui. Donc, d'une certaine manière, c'est de jamais pouvoir prévoir quoi que ce soit. On ne peut rien prévoir. Alors, pour conclure, peut-être, on avait proposé, puisque vous parliez de vos passions et de ce que vous aimez, on vous a proposé un petit questionnaire qu'on vous a envoyé pour terminer sur un ton un petit peu plus léger, par des petites questions et des réponses assez courtes, si vous le voulez bien. Alors donc,
on va vous commencer par l'histoire. Michel Perrault, qui vous a fait aimer l'histoire? Qu'est-ce qui m'a fait aimer l'histoire? Curieusement, dans le cours de Bonne Sœur où j'étais, il y avait un professeur qui était un prêtre et qui était à l'Institut catholique et qui venait nous donner des cours. Et il nous faisait des cours sur la Bible. Et un jour, c'était tout à fait à la fin de ma scolarité, vers 46, par là, 46, 47, les manuscrits de la Mer Morte. Les manuscrits de la Mer Morte. C'est incroyable, les manuscrits de la Mer Morte. Parce que c'est l'archive, l'archéologie, la langue, parce que c'était écrit en araméen. Moi, l'araméen, ça me faisait rêver. Hein. Et les traductions qu'on en... l'espèce d'origine du christianisme puisée là. Pour moi, ça a été quelque chose de formidable. Ça a été une des révélations. J'allais vous demander quel était le livre qui vous a fait aimer l'histoire. Alors, à part les manuscrits de la Mer Morte, quel est le livre qui vous a fait aimer l'histoire? Alexandre Dumas, quand même. Quel est le siècle, la période ou le moment favori de l'histoire en dehors de ce 19e siècle qui a été le vôtre? Plein d'époques. Plein d'époques. Et j'aime, par exemple, le 4e siècle à Rome. Je trouve que c'est fascinant à cause de la décadence. Et de manière générale, j'aime beaucoup les périodes de décadence. Je trouve ça sensationnel. Oui, et puis c'est tout de même la période où, effectivement, la décadence et la liberté. Le sénateur Simac se plaint que les chrétiens ont pris tous les bâtiments et qu'on ne peut plus rendre un culte à ces anciens dieux, d'une certaine manière. Voilà, c'est ce moment où Rome devient une autre ville. Bien sûr. Une ville chrétienne. Bien sûr. Est-ce que vous avez un personnage ou une personnalité historique que vous auriez voulu rencontrer, que vous aimeriez rencontrer? Plein. J'aurais bien... Oui, enfin, oui et non, parce que je me dis souvent que je les connais mieux, enfin pas ces personnages en tout cas, par leurs œuvres que si je les avais rencontrés. Par exemple, Simone de Beauvoir, j'aurais pu la rencontrer. Eh ben, j'ai jamais cherché. Je me disais, à quoi bon aller voir Simone de Beauvoir? Elle va me recevoir une demi-heure. Il paraît qu'elle avait des rendez-vous extrêmement comme ça. Bon, j'ai son œuvre. D'autant plus qu'elle a écrit sur elle-même. Elle a beaucoup écrit. Qu'est-ce que je vais aller enquiquiner cette femme qui a autre chose à faire que de parler avec moi, hein, autant que je la lise. Voilà. Mais alors, voilà. Mais vous pourriez avoir envie de rencontrer Lucie Beau. Peut-être. Ah oui, bien pour sûr. lui poser des questions. Oui. George Sand, j'aurais beaucoup aimé rencontrer George Sand. Beaucoup. Alors, à elle, j'aurais eu plein de questions. Peut-être qu'elle ne recevait pas qu'une demi-heure. Sur l'écriture, quand est-ce que vous écrivez, Michel Perrault? Le matin, l'après-midi, le soir, la nuit? Alors, j'ai pas de période favorite, justement à cause de l'emploi du temps auquel j'ai fait allusion tout à l'heure, c'est-à-dire ma vie a été quand même normée par l'enseignement. Hein. Donc, les cours, les réunions, l'organisation des programmes, voilà. Donc, j'écrivais dans les interstices du temps, d'un temps très occupé, et par conséquent, j'avais pas de période particulière. Maintenant que je suis plus libre, j'aurais tendance à le soir. Le soir, là, oui, j'aime bien. Et à quel endroit? Quelquefois, je prolonge jusqu'à 1h du matin, comme ça. Et à quel endroit? Oh, ben, j'ai un petit bureau dans un appartement grand, mais j'ai un petit bureau, tout petit, que j'ai voulu exprès petit, très chaleureux, avec plein de livres partout. Et là, je me sens dans un cocon. Alors, question plus simple encore, au crayon, au stylo, ou comme vous l'écrivez, avec le tapotis de l'ordinateur? Alors, je commence toujours avec un papier. Je peux pas me passer du papier. Ma génération ne peut pas se passer du papier. Ma fille me dit, moi, j'ai plus de papier. Hein, plus du tout. Tout est dans son ordinateur, elle retrouve tout, etc. Moi, pas tellement. Même si je m'y suis mis un peu. Donc, je commence par, quand j'ai un projet, je commence par crayonner, par écrire comme ça. Et puis après, oui, l'ordinateur est quand même formidable parce que on peut corriger, voilà. Et j'avais appris à taper à la machine très vite. Hein.
à quand on s'était dit, toute la bande, là, il faut qu'on apprenne à taper à la machine. J'avais pris des cours chez Pigier. Ne serait-ce que pour écrire des tracts, j'imagine. Voilà. J'avais été chez Pigier, je me souviens. Une question, on a encore quelques minutes, une question très plus simple encore. Thé ou café quand vous écrivez? Café. Café. Oh, comme Balzac. Comme Balzac. Si vous deviez trancher, pour citer Michel Foucault, tant de peine ou tant de plaisir quand on écrit? Les deux. Les deux. Les deux. Comme lui, alors. Voilà. Moi, j'ai beaucoup de mal à commencer. Hein. J'ai une commande, j'en ai eu beaucoup, un article que je projette, un livre. M'y mettre est un problème. Je procrastine. Toujours, je vais me mettre, mais demain, aujourd'hui, j'ai que 2 heures, ça vaut pas le coup. Hein. Donc, ça sera demain. Et puis, comme ça, je peux traîner beaucoup. Mais, en général, quand je commence, ça va. C'est plus facile quand je suis entré dedans que de commencer. C'est ça mon problème. Mon problème, c'est de commencer. Et ce que j'aime bien, c'est la fin. Quand le texte est fini, quand je n'en suis pas trop mécontente, parce que ça peut varier, il m'arrive d'avoir des sentiments de jouissance en relisant un texte, en me disant, c'est pas si mal que ça. Hein. C'est généralement pas si mal que ça, faut le dire aussi. Je dis ça comme ça, je me dis, oui, ça va, bon. Je vous propose d'en rester là et de rester sur ce moment de plaisir. Vous voyez, j'aurais bien continué avec vous. Merci. Merci beaucoup. On fait une petite pause. Une toute petite pause sur cette première partie. On reprend dans 1 minute. Oui, pas tout de suite. Bien, alors nous ont rejoint Heike Witters, qui est professeur d'histoire à l'université Humboldt de Berlin, et Anaïs Albert, qui est maître de conférence en histoire à l'université Paris-Cité, et ma voisine de bureau, je crois qu'on peut le dire, et qui vont poursuivre cet entretien en invitant Michel Perrault à rentrer un peu plus dans le détail et à dialoguer avec les mouvements plus contemporains de la pratique de l'histoire et de l'historiographie. Alors, je vais commencer. Et puisque vous parlez de livres, Michel Perrault, on partage effectivement un bureau avec Alexandre, dans lequel il y a une partie de votre bibliothèque, puisqu'on est arrivé dans cette université Paris 7 et que un nouveau collègue est arrivé dans un bureau, et il y avait des livres que vous aviez laissés derrière vous. Je pense que vous en les aviez en beaucoup d'exemplaires. Et Sophie Curé, ma collègue qui est ici, m'avait dit, mais regarde si tu veux pas des choses dans la bibliothèque. Et j'ai passé un après-midi à déplacer la totalité dans notre bureau. Donc, je vis avec vos livres, vos anciens livres, au quotidien. Et du coup, je suis vraiment très heureuse d'être là parce que, effectivement, moi, j'ai lu votre œuvre beaucoup, et quand vous disiez qu'elle serait dépassée ou qu'on la dépasserait, en tout cas pas tout de suite, hein, parce que pour l'avoir lu beaucoup, encore moi j'ai moment, Monsieur le bourreau. J'ai toujours été très frappée en travaillant sur des terrains que vous aviez défrichés, notamment sur Paris et sur les classes populaires parisiennes, de vos intuitions en fait et de la connaissance très approfondie que vous aviez de la vie des gens. Des Parisiens, même dans des aspects, ce que disait tout à l'heure Emmanuel Laurentin, qui n'étaient pas au cœur de vos recherches. Et moi, par exemple, dans vos travaux, c'est là où j'ai découvert les grands magasins du Fayel, les abonneurs du Fayel, les grands magasins de crédit populaire, sur lesquels ensuite j'ai travaillé, mais qui étaient déjà là dans vos travaux, dans votre thèse, dans les ouvriers en grève. Et je voulais aussi parler Alexandre parlait tout à l'heure de vos formules, de votre style si beau, parce que souvent ces intuitions, ces à côté, c'est pas au cœur de vos sujets. Vous êtes en train de parler de la grève, des ouvriers, puis il y a une formule comme ça qui arrive et qui résume un aspect de la vie du peuple de manière très juste. Et c'est parfois des sujets entiers de thèse qui pourraient se découvrir dans ces mots-là. Donc la femme, glaneuse éternelle, pour qui la ville est une forêt. Ça, c'est dans la femme populaire rebelle. Vous en avez parlé, votre interprétation de l'alcoolisme comme drogue de l'ouvrier, ou aussi sur les désirs des ouvriers de posséder un jardin. Vous écrivez « Le vieux rêve agraire persistant, un désir incoercible de la maison individuelle et du jardin, cet avatar du champ. Pas plus que la société française n'accepte la ville, l'ouvrier français n'accepte l'usine, il demeure en son tréfonds un paysan. » Voilà, je voulais faire entendre quand même cette langue-là, parce qu'elle est vraiment très belle. Et je suis toujours frappée quand je vous lis en me disant, mais alors,
comment avoir trouvé tout ça? Vous avez un peu répondu, hein, vous avez dit, j'ai parcouru les archives départementales. Alors, je viens de découvrir qu'on vous envoyait même des archives, ça c'est vraiment une autre époque. Mais vous avez dit, on y passait du temps, etc. Mais je trouve qu'aussi, ces archives-là, il faut les entendre. Et vous dites, hein, dans ce livre sur l'histoire du féminisme, que vous aimez écouter. Et je trouve que vous écoutez aussi les archives. Il faut savoir les entendre et d'une autre manière, il faut savoir aussi le restituer dans une langue qui est très puissante. Et vous dites, j'ai jamais fait de psychanalyse, mais il y a dans cette écoute et cette restitution, il y a là quand même quelque chose, moi je trouve un peu de la psychanalyse dans votre manière d'écouter les archives, d'écouter in fine des gens morts depuis des décennies, de les écouter et de les redire. Et voilà, je voulais juste savoir comment vous écoutiez ces archives, parce que vous les avez lues, mais vous les avez aussi écoutés. Se mettre à la place d'eux. Voilà. Ça, c'est très, très important. Se demander comment les gens vivaient ce qu'ils faisaient, c'est une question constante pour moi. Hein. Et par conséquent, oui, se mettre dans la peau. Voilà, se mettre un petit peu dans la peau de l'autre pour comprendre. Et puis, alors, en dehors de ça, qui est quand même du domaine de l'intuition, attacher aussi beaucoup d'importance aux mots, hein, au sens des mots. Alors là, on a de plus en plus d'instruments. La lexicologie, j'ai beaucoup discuté autrefois avec Antoine Pro, qui avait fait beaucoup de choses là-dessus. Bon, enfin, bref, à la fois la matérialité, hein, la matérialité d'une expression, c'est quand même très important. Et puis, tout ce que on peut sentir, hein, tout ce qu'on peut en effet sentir. Ceci, c'est important. Oui, c'est là probablement où il y a quelque chose d'irréductible. C'est pas une méthode, c'est aussi une manière d'écouter. Voilà. Et alors j'ai une autre question plus historiographique là pour le coup. On s'est partagé avec Heike Witters. Moi je suis plutôt sur l'histoire sociale ouvrière et Heike vous posera des questions sur l'histoire des femmes et du genre. Mais sur une question plus historiographique, hein, on observe depuis le début, on va dire des années 2000, un retour de l'histoire sociale hein, et qui effectivement avait connu une éclipse dans les années 80-90, aussi au moment d'effondrement du Parti communiste, hein, qui portait quand même aussi cette parole-là, pas seulement, mais aussi. Et ça a été particulièrement visible récemment avec deux synthèses qui ont eu un grand succès, hein, celle de Gérard Noiriel, Histoire populaire de la France, et celle de Michel Zancarini-Fournel, Les luttes et les rêves. Et alors, certes, il y a eu une éclipse, mais du coup, cette histoire sociale qui revient, elle intègre aussi l'histoire des femmes, l'histoire coloniale et postcoloniale. Donc, on voit aussi apparaître une plus grande diversité. Et j'aurais aimé avoir votre sentiment hein, sur ce renouveau de l'histoire sociale, qui n'est pas un retour à l'identique, hein, qui est un renouveau, mais quand même avec une histoire sociale des catégories populaires. Et puis aussi, votre sentiment sur ce syntagme, puisque vous faites attention à la langue, d'histoire populaire. Et c'est pas une histoire des classes populaires que vous avez écrite dans l'histoire économique et sociale de la France, hein, mais c'est une histoire populaire. Et vous dites aussi que vous avez refusé de faire une histoire féministe. Vous êtes historienne et féministe, vous ne faites pas une histoire féministe. Et qu'est-ce que vous pensez de l'histoire populaire et puis de ce renouveau de l'histoire sociale? Alors, il y a plusieurs choses dans votre question. D'abord, le retour de l'histoire sociale, moi, je le vis plutôt bien. Hein. Je le vis plutôt bien parce que, pour moi, le social reste déterminant fondamental. Donc, qu'on l'ait effacé et que ça revienne maintenant, ça me paraît très bien. Au fond, je suis intersectionnel. Hein. Je trouve que j'ai pas du tout compris les cris d'orfraie qu'on a poussés à propos de l'intersectionnalité. Croiser des choses ensemble, hein, c'est élémentaire, mon cher Watson. Hein, véritablement, c'est comme ça qu'on fait des progrès. Et par conséquent, si on est une femme, on est d'une catégorie sociale, on est d'un métier, on est d'une région, on est d'une culture, on est d'une religion, etc. Donc, croiser cela pour la compréhension d'une personnalité et pour la compréhension des groupes, c'est quand même essentiel. Par conséquent, je ne vois que du positif au retour du social, mais comme vous l'avez dit d'ailleurs vous-même, l'histoire s'est quand même enrichie de tous ces apports-là. Hein. Et par conséquent, oui, elle en fait son miel. Et ça me paraît très bien. Alors attendez, vous m'avez posé...
l'histoire populaire. Alors, l'histoire populaire, les livres qui ont été écrits sont très bien, et je les aime beaucoup. A priori, j'aurais pas fait d'histoire populaire. Parce que, pour les raisons que j'ai dites. C'est-à-dire qu'il y avait le désir de ne pas faire une histoire sainte. On n'allait pas quitter l'histoire sainte des religions pour construire une histoire sainte de la classe ouvrière et surtout pas construire une histoire sainte des femmes. Hein. Ça me paraît, personnellement, ça ne me va pas du tout. Par conséquent, j'ai une petite méfiance pour histoire populaire. Je préfère histoire des classes populaires. Voilà. Bon, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Hein. Après tout, c'est pas tellement le titre, c'est ce qu'il y a dedans. Hein. Et les ouvrages auxquels vous avez fait allusion sont évidemment tout à fait irréprochables. Voilà mon sentiment là-dessus. Mais c'est un peu pour vous dire que probablement à cause de ma propre histoire et l'histoire de ma génération, on a pris du recul par rapport aux idéologies. Hein. On est maintenant des gens âgés, mais qui en ont vu beaucoup tout de même. Hein. Et par conséquent, un petit peu de méfiance dès qu'on la voit réapparaître. Voilà. Alors, ça rend tolérant parce que quand une nouvelle idée, un nouveau mot, une nouvelle apparaît, au lieu de la repousser, on la prend et on essaie de se demander ce que ça veut dire. Voilà. Hein. Ça me paraît une attitude raisonnable, si vous voulez. La tolérance est raisonnable. Okay, thank you very much. I'm going to switch to English, but Alexandre is going to Oui, j'ai lu le texte à peu près. Okay. Yeah, thank you very much. I would like to switch our focus now from social history to women's and gender history, even though, of course, social history and women's history are very much related. When I talk to my students today about women's history, I often feel the need to historicize it a little bit, to explain why and in which context it emerged and what its early proponents, and you're certainly one of them, were actually aiming at. And we have been talking a little bit about being a scientist and an activist at the same time. At Humboldt University, we do not have a Center for Women's Studies, but we have a department for gender studies. And gender history has become relatively important and has a strong academic foundation. But I recently supervised a master's thesis about the Peasants' War in the early modern period, in which the author expressed her unease with only analyzing gender relations. She actually wanted to know about the experiences of women in the context of these uprisings. And she wanted to learn about women's agency, not to glorify these women as rebellious fighters, but to actually understand what they did and what they felt. And I thought the students' endeavor was very interesting and very engaging, but there are, of course, difficulties, methodological ones, source-related ones, and also theoretical ones. So my question is, and it is a question to you, you have co-initiated women's history, and you are, of course, familiar with the eventual turn to gender history and also the institutional dynamics that led to this change. So how would you, as Michel Perrault, think that women's history today should and can be done? Or maybe to allow for a more concrete answer, if now in the year 2023 you were giving the chance, or maybe also the chore, to write and to reconceptualize the history of women and or gender relations in the West, how would it look like? Would it be different? Would it be the same? And if it would be different, in what way would it be different? Merci infiniment. Alors, il y a beaucoup de choses dans votre intervention sur études de genre, études des femmes. Hein. Le genre est apparu en France d'abord chez les antiquisants,
d'abord, puis, surtout, après le célèbre article de John Scott, le genre comme instrument utile de l'analyse historique. Ça a été très important et ça reste un texte très important. Ceci étant, au départ, il y avait une certaine méfiance pour le genre. Par exemple, quand il y a eu à la Sorbonne en 1992, une réunion pour la sortie de notre histoire des femmes en Occident. Il y avait beaucoup de monde et parmi les intervenants, il y avait une historienne italienne qui était très critique et qui nous a dit « Vous allez faire l'histoire du genre et vous allez oublier les femmes. Vous allez parler de la différence des sexes et on parlera des hommes. Et les femmes, elles vont disparaître. » Et elle disait il faut faire l'histoire sociale des femmes. Voilà. Hein. Il faut les prendre, il faut, etc., etc. Bon, ce qu'on peut-être on refait aujourd'hui. Donc, et c'est intéressant parce que en Italie, l'Italie, chez les femmes, les féministes, c'est la terre du différentialisme. Hein. C'est-à-dire les femmes dans leur identité, etc., etc., avec le meilleur et le pire, hein, bien entendu. Et en tout cas, là, il y a quelque chose d'intéressant. Moi, pour ma part, j'ai plutôt salué beaucoup le genre, parce que le genre permet plusieurs choses. D'abord, il permet d'englober les hommes. Hein. Et comment une histoire des femmes peut-elle se faire sans parler des hommes? C'est évident que la relation homme-femme est au centre. Par conséquent, prendre la relation homme-femme comme objet central, ça c'est un travail intéressant. Dans tous les domaines, on peut les prendre ensemble dans le travail, dans la séduction, dans tout ce qu'on veut. Donc c'est très intéressant et ça s'approche quand même plus de la réalité telle qu'elle est. Hein. Donc je trouve ça très bien. Je trouve que ça élargit et que deuxièmement, ça problématise. Hein. Ça, au lieu de s'enfermer, après tout c'est bien aussi, c'est pas du tout dans une description exhaustive des femmes dans tel endroit, etc., etc. Là, on pose un problème. Hein. Et on pose un problème qui va toucher le pouvoir, le savoir, les représentations, etc., etc. Donc, étude de genre, très bien. Moi, je trouve ça très bien. Alors, je ne sais pas comment ça se passe aujourd'hui, hein, du tout. Votre étudiante, parce qu'il est question dans votre intervention d'une de vos étudiantes qui a étudié les guerres des paysans et qui était un peu gênée en disant bah oui mais les femmes j'aimerais bien faire leur histoire sociale dans la guerre des paysans. Bah, je comprends votre étudiante, je la comprends aussi et pourquoi pas après tout, enfin elle peut bien faire l'histoire sociale des femmes à l'intérieur des mouvements paysans. Donc peut-être qu'il faut rien exclure en définitive. Hein. Et prendre un petit peu les choses comme ça. Alors, vous m'avez posé la question, comment faire l'histoire des femmes aujourd'hui? Ah ben, dites, c'est pas rien. C'est pas rien parce que justement, il y a, depuis notre époque, il y a quand même beaucoup de production. Hein. Il y a une bibliographie qui était très mince quand on a commencé, mais maintenant, il y a des thèses, des livres, des biographies, des revues, Clio par exemple, qui est une très bonne revue d'histoire des femmes en France, et puis toutes celles qu'il y a partout. Par conséquent, oui, c'est devenu un objet à la limite plus difficile à cerner, étant donné, bon, il est difficile, me semble-t-il, de maîtriser la production. Alors que quand nous avons débarré, bah, c'était beaucoup plus léger. Hein, c'était beaucoup plus léger. À la limite, on pouvait dire n'importe quoi. Bon, alors, il y a donc ça, il y a donc ce problème. Par ailleurs, je pense qu'il faut en effet
essayer d'englober tous ces points de vue. Maintenant, de temps en temps, il faut prendre aussi un biais. Votre étudiante, l'histoire sociale, ça me paraît élémentaire. Je pense aux travaux de Jean Nicolas, par exemple, sur la France rebelle, je ne sais plus très bien le titre, là. La Rébellion française, voilà. Formidable livre. C'est très intéressant, parce que Jean Nicolas, qui est un de mes vieux amis, pas spécialement féministe, ça le faisait un peu rire, hein, l'histoire des femmes, mais dans son travail d'historien, il a trouvé que les femmes avaient évidemment un très grand rôle. Dans les émeutes de subsistance, comme on disait à ce moment-là, les femmes, elles sont gardiennes des vivres, du couvert, des prix, etc., etc. Donc, c'est très intéressant. Et finalement, un homme pas spécialement féministe, il les trouve. Voilà. Hein. Peut-être les trouve-t-il mieux parce qu'on lui a dit que c'était important, qu'il fallait pas les oublier, mais c'est même pas sûr. C'est même pas sûr. Alors, enfin, j'aurais beaucoup de choses à dire sur votre question. Il me semble que l'histoire des femmes est de plus en plus... D'ailleurs, vous me posez précisément la question, vous me dites, est-ce que vous feriez une histoire globale, hein? Vous me dites ça dans votre texte. Oui. Essayez. Mais alors là, c'est drôlement compliqué. Parce que, aux comparaisons dont on a parlé, si on introduit l'histoire globale, qui est très stimulante, il faut en connaître des choses. Il faut en connaître. Donc, je ne pense pas que, sauf sur des sujets très précis, ça puisse être un travail individuel. Vous me posez quelque part la question des travaux collectifs. Oui, il y a en ce moment, en cours, un travail sur l'histoire internationale des féminismes, chez Textuel, avec Françoise Thébault et Yannick Ripa, mais elles font appel à une dizaine de personnes. Hein. Et encore, nous, quand on avait fait l'histoire des femmes, c'était 70. Hein. Alors, voilà, mais il faut dire qu'on allait de l'Antiquité à nos jours. Mais une histoire internationale du féminisme, c'est passionnant. C'est absolument passionnant. On l'imagine, on voit les cartes, on voit les modes d'expression, les personnalités, les groupes, enfin, on a envie de comparer, parce que à travers la comparaison, on verra apparaître les sociétés. Bon, et on pourrait tout dire comme ça, mais sans se faire d'illusions, il n'est pas possible à une seule personne, sauf sur un point particulier, hein, oui, ça bien sûr, d'englober cette production. Ceci étant, c'est très stimulant, très stimulant. Pensez les choses en grand, pensez même une histoire européenne des femmes. Hein. Chez vous, Gisela Bock a quand même essayé. Hein. Elle a décrit des livres formidables là-dessus. Oui, ça me paraît important. Élargir les horizons. Élargir beaucoup les horizons, c'est très important. Dans votre livre avec Eduardo Castillo, vous parlez justement de la sortie du projet d'histoire des femmes que vous aviez présenté en 1990 à Genève avec Pauline Spitz-Pantel. Oui. Et vous dites pendant le débat, comme ça pourrait être ici, oui. Un jeune homme d'origine maghrébine prend la parole et dit « Ne représentez-vous pas les femmes occidentales ? Avez-vous raison de dire que vous êtes toutes les femmes ?» Oui. Et vous dites « Pauline et moi l'avons écouté. C'est à la suite de cette remarque que nous est venue l'idée du titre « Histoire des femmes en Occident ». Dans l'introduction, nous justifions le titre en expliquant que c'est aux femmes asiatiques, africaines, d'écrire leur propre histoire. Ça veut donc dire que cette histoire mondiale ou cette histoire globale, elle devrait être écrite dans le monde entier d'une certaine manière. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est évidemment, on ne va pas se substituer avec nos ignorances, nos œillères, nos cultures aux femmes africaines elles-mêmes. Bien sûr, c'est à elles de faire ça, de prendre ça à bras-le-corps. Et il y a des choses qui se font beaucoup. Hein. Au Japon, alors le Japon c'est autre chose. Hein. Ils sont très développés là-dessus. C'est pas un pays spécialement féministe, le Japon. Mais il y a des femmes qui se sont vraiment emparées du sujet. Donc oui, c'est ça au fond l'impulsion de ce que serait une histoire globale. Voilà. Vous me posez aussi une question quelque part, j'ai pas répondu sur pourquoi est-ce que vous me dites, vous me demandez
pourquoi, au fond, j'ai fait beaucoup de travaux collectifs, hein. Alors, pour plusieurs raisons. D'abord, parce que ça s'insinuait, d'une certaine manière, mieux dans mon emploi du temps, hein. Il y a eu un moment où, passé les ouvriers en grève, qui m'avaient pris quand même beaucoup de temps, j'ai plutôt fait des articles. Et les travaux collectifs, bon, c'est pas la même chose, on écrit moins, etc. Deuxièmement, parce qu'on me l'a demandé aussi, hein. L'histoire de la vie privée, c'est Duby qui me l'avait demandé. L'histoire des femmes, c'est aussi lui. Et par ailleurs, j'aime bien ça. J'aime bien l'histoire collective. Par exemple, pour l'histoire de la vie privée, c'était très bien aussi, parce qu'il y avait Alain Corbin qui a écrit un tiers de la vie privée, formidable, formidable. Ça, c'était quand même très intéressant. C'est le moment où j'ai vraiment bien travaillé avec Alain Corbin, hein. Et pour l'histoire des femmes, c'était encore beaucoup plus formidable, parce que l'histoire des femmes s'est appuyée sur un séminaire que nous avions fait à l'École des Hautes Études, avec Pauline Schmitt, Christiane Clapy, Geneviève Fraisse, Arlette Farge, Françoise Thébault, etc. Et quand la proposition nous est venue, moi je me suis tournée vers elle, je leur en ai parlé, enfin je ne vais pas vous raconter tout ça, et finalement on l'a fait ensemble. Et on continuait, au fond, en écrivant l'histoire des femmes, en la composant, etc., etc., le travail qu'on faisait en séminaire. Donc ça a été un vrai travail collectif et où on échangeait beaucoup. C'était très bien. Is this working together with colleagues, with other students, or with other people, is this something that you would also recommend to students today, or is this something that is more important if you're already a trained historian? So would you say that the teacher or the training of students at university should actually have this element of collective work? Excusez-moi. Oui, est-ce que ce travail collectif est plus intéressant, peut être intéressant à quel stade de la carrière, hein? C'est ça la question. Ah, écoutez, c'est pas facile de répondre. Je pense quand même qu'il faut commencer par un travail personnel. Je crois qu'il faut, c'est peut-être une vue individualiste des choses, hein, se colter avec les sources, les archives, les documents, écrire. C'est quand même un travail un peu solitaire, hein, et c'est nécessaire. Et par ailleurs, c'est formidablement jouissif, hein. Très, 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 très agréable. Et il me semble que pour participer à un travail collectif, au fond, dans la collectivité, on va donner ce qu'on sait déjà, souvent d'ailleurs. Et donc, c'est plus facile. C'est un peu plus facile de faire des travaux collectifs quand on est un petit peu plus de bouteilles, hein, comme on dit. Et peut-être qu'il faut que les jeunes, là, les jeunes étudiants, les doctorants, commencent par faire leur chef-d'œuvre. Comme dans les ateliers. Exactement. 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 Oui, je pense. Merci, je crois qu'on a... Merci beaucoup. Merci Michel. Merci beaucoup. Oui, merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Voilà. Hein, et bon chemin sur les chemins de l'histoire ou autres.